Fanny Petitbon, bonjour. Bonjour. C'est ce qui a marqué la première journée de la COP28, l'adoption du fonds pour financer les pertes et dommages climatiques des pays vulnérables. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est et comment ça va fonctionner concrètement? Ce fonds, c'était une demande portée par les pays en développement qui sont touchés de manière disproportionnée par les cyclones, les inondations, les sécheresses, la montée du niveau des mers, alors qu'ils sont pourtant responsables d'une infime partie des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Ce qu'ils ont demandé, c'est d'avoir un nouveau mécanisme, un nouveau fonds qui va leur permettre de faire face à des impacts qui, pour certains, sont irréversibles. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que les pays vont pouvoir frapper à la porte de ce fonds en disant, eh bien, j'ai besoin d'aide, par exemple, pour accompagner la relocalisation de villages de pêcheurs qui doivent se déplacer en raison de l'érosion côtière et donc les aider, par exemple, à devenir agriculteurs ou agricultrices et à changer de vie. Ça va être aussi de faire face pour les familles qui perdent des personnes dans leur entourage suite à des cyclones, de pouvoir avoir accès à une sorte d'indemnisation. Donc ce fonds, il est accessible par l'ensemble des pays en développement, mais ce sera donc les pays les plus vulnérables qui seront priorisés dans leur demande de financement. Comment ça va se passer du coup? Est-ce qu'il y a des sortes de conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de l'argent de ce fonds? C'est d'abord les petits États insulaires, donc par exemple les îles Marshall, Vanuatu, mais aussi les pays les moins avancés, donc vraiment les pays qui ont un niveau de développement le plus limité, on va dire, qui vont être priorisés. C'est-à-dire il y a un pourcentage des financements qui seront dans le fonds qui leur sera réservé. Pour l'instant, ce pourcentage n'a pas été acté, mais il y aura d'autres pays qu'on considère comme à revenu intermédiaire, par exemple le Pakistan, la Libye, les Philippines, qui pourraient aussi accéder à ces financements s'ils ont atteint certains critères. Et pareil, ces critères seront à définir par le futur conseil d'administration du fonds. Ça pourrait être par exemple que dès lors qu'un pays subit des pertes, par exemple liées à une catastrophe climatique qui représente au moins 5% de son PIB, eh bien, le financement puisse être déclenché. Mais tout ça, en fait, ces décisions-là ont été remises à plus tard. Ce sera le conseil d'administration du fonds qui s'en occupera. Que Voilà. c'est vraiment les gens qui sont confrontés, dans leur vie quotidienne, donc ceux qui subissent les inondations, est-ce que c'est vraiment à eux que va revenir l'argent? Alors, ce qui est très intéressant avec le texte qui a été adopté, c'est que d'une part, ça peut être des gouvernements qui recevront ces financements, ça peut aussi être des villes, ça peut être des régions, mais aussi ça peut être des communautés, en fait des villages par exemple, ou des plusieurs villages qui pourraient se mettre ensemble et avoir accès à ces fonds. Ça, c'est très novateur. C'est pas le cas dans la plupart des grands fonds climat qui existent. Souvent, il y a une batterie administrative très très lourde qui empêche en fait, qui rend l'accès à ces financements impossible parce qu'il faut remplir tout un tas de papiers. Donc pour des personnes soit qui ne parlent pas anglais ou même qui ne savent pas lire et écrire, en fait, ça veut juste dire que ça les exclut. Or, ce fonds devrait pouvoir permettre ça. Et ça, c'est éminemment important parce qu'évidemment, ce sont les populations directement impactées qui savent le mieux ce dont elles ont besoin et ce qu'il faut faire pour y répondre. Donc, c'est important de les aider, même si c'est pas forcément à coût de millions, mais plutôt quelques milliers, voire dizaines de milliers de dollars, de les aider pour développer et en fait, rebondir suite à des chocs climatiques. Cette décision concrétise le principal résultat de la COP27 en Égypte. Qu'est-ce qui a changé entre l'année dernière et cette année? À la COP27, les États s'étaient décidés sur le fait de créer ce fonds. Ce qui s'est passé toute cette année, c'est qu'il y a un comité avec 24 représentants d'États qui se sont réunis en fait pour réfléchir à comment le rendre opérationnel, c'est-à-dire de répondre aux questions de qui doit payer, qui doit contribuer à ce fonds, qui pourra en bénéficier, dans quelle institution sera-t-il hébergé. Et donc, c'est le résultat de ce travail des 24 gouvernements qui a abouti à un texte imparfait. Il n'oblige pas les pays historiquement émetteurs à contribuer au fonds, il n'y a pas d'objectif financier, mais un texte qui permet de rendre opérationnel ce fonds dans des délais relativement brefs. On sait à peu près quand ou? Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, notamment à la COP29, et ensuite, normalement, il pourra être effectivement opérationnel. Pour vous, est-ce que ça peut vraiment avoir un impact sur le dérèglement climatique? Ce fonds, il ne va pas mettre fin au chaos climatique ambiant, dans le sens où, en fait, ce dont traite aussi cette COP, c'est de tout faire pour respecter les objectifs de l'accord de Paris. Et on sait que pour l'instant, on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire, puisque, en gros, les émissions devraient
devrait augmenter de 9% d'ici 2030, alors qu'en fait, il faudrait qu'elle diminue de 43% à la même échéance si on veut se donner une chance de rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique. Donc ça, on a besoin d'un électrochoc à cette COP. Cette COP va faire le premier bilan de où on en est dans la mise en œuvre de l'accord de Paris. Donc ça, c'est sûr qu'on en a besoin, mais ce fonds, c'est plutôt, en fait, c'est un fonds pour réparer les impacts qui sont déjà là. Un petit peu quand c'est déjà trop tard, on va dire. Parce que les pertes et dommages, c'est vraiment des impacts qu'on ne peut pas éviter, même si on faisait tout pour réduire nos émissions, même si on faisait tout pour s'adapter. Donc, comme ils sont déjà là, il faut aider les populations et les pays qui les subissent. Et en même temps, il faut tout faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, sortir des énergies fossiles, parce que sinon, ces pertes et dommages ne vont faire qu'augmenter. Et justement, vous vous trouvez à Dubaï, donc vous assistez à cette COP28. Vous le dites, ce fonds, ça a un peu permis d'inaugurer la conférence sur une bonne nouvelle, mais quelles sont les autres attentes? La grosse attente, c'est bien sûr la discussion sur la sortie nécessaire de l'ensemble des énergies fossiles, le pétrole, le gaz, le charbon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans les COP, c'est un sujet qui est resté tabou très longtemps, alors même que les énergies fossiles sont la principale source du réchauffement climatique, parce que les pays producteurs et les lobbyistes des énergies fossiles, qui malheureusement sont très nombreux dans les couloirs de négociation, ont tout fait pour défendre leur intérêt économique depuis maintenant près de 3 décennies. Là, il y a un tabou qui est en train de se briser, d'une part parce qu'il y a une multiplication des rapports, que ce soit du GIEC, de l'Agence internationale de l'énergie, qui démontrent qu'il faut sortir des fossiles au plus tard en 2050, et aussi parce que cette COP se déroule dans un état pétrolier, ce qui a fait qu'en fait, il y a eu un coup de projecteur sur les énergies fossiles cette année. Ça a ouvert une opportunité qu'on n'avait pas eue auparavant. Et là, on n'a jamais été aussi près. C'est évidemment un enjeu très, très difficile à négocier, mais clé pour le futur de l'humanité. Et puis, bien sûr, l'autre enjeu principal, c'est le bilan mondial de l'accord de Paris. C'est la première fois depuis l'adoption de l'accord de Paris il y a 8 ans qu'on va faire un point sur où on en est. Et on sait qu'on est mal. On est mal sur les politiques climatiques, les objectifs climat de chacun des pays qui ne sont pas du tout alignés avec le fait de rester sous 1,5 degré de réchauffement climatique, malheureusement. Il y a un récent rapport de l'ONU qui disait qu'en fait, même si tous les gouvernements faisaient absolument tout sur ce sur quoi ils s'étaient engagés, on serait sur une trajectoire de réchauffement de 2,5 à 2,9 degrés d'ici la fin du siècle. Donc ça, c'est absolument intolérable parce que ce sera vivre dans des conditions qui seront à la limite de la survie pour une partie de l'humanité. Et puis, c'est aussi le bilan sur les financements climat, où là, pareil, les pays riches qui s'étaient engagés maintenant il y a 14 ans de mobiliser 100 milliards de dollars par an pour appuyer les pays en développement à se développer de manière décarbonée, c'est-à-dire en utilisant le moins possible les énergies fossiles, mais aussi pour les aider à s'adapter. Eh bien, cette promesse elle aurait dû être atteinte en 2020. On a les chiffres de financement de 2021 et en fait, il manque toujours 10 milliards de dollars à l'appel. Et en fait, plus on tarde à fournir ces financements, plus la facture des impacts climatiques augmente. Donc vraiment, ça doit être une COP qui doit créer un électrochoc pour se remettre sur les rails de l'accord de Paris. Merci beaucoup, Fanny Petit-Bon. Merci.